Bonjour à tous et bienvenue dans Pulsar sur Artop TV et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Catherine Belcotia. Bonjour Guépou. Bonjour Catherine. Bonjour Artop. Comment tu vas Catherine? Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui je t'accueille parce que tu fais une expo artistique avec plein de d'autres artistes différents. Effectivement, nous sommes 45 cette fois-ci à exposer à la galerie Gare Arnaud Lefebvre, qui se trouve juste en face de l'entrée des Beaux-Arts, 10 rue des Beaux-Arts. Ok, bah c'est plutôt joli. C'est plutôt. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est comme exposition? Alors, Arnaud Lefebvre, donc le commissaire de l'exposition, a choisi de nous regrouper autour d'un thème. Le thème, c'est l'accouchement. D'accord. Nous sommes surtout des artistes femmes, mais il y a quand même quelques artistes hommes qui participent à cette exposition. Nous sommes 45, donc je n'ose pas vous faire la liste des artistes, ça serait un petit peu long. Un petit peu long. Mais sachez simplement que l'exposition dure du 9 janvier, elle a commencé le vernissage, c'était le 9 janvier, jusqu'au 1er mars. Et que donc vous avez largement le temps de venir contempler les différentes œuvres. D'accord. Et donc du coup, c'est quoi comme type d'œuvre? C'est des tableaux, c'est des sculptures, c'est. Alors ce qui est intéressant, c'est que Arnaud Lefebvre nous a proposé donc une exposition avec des œuvres sur les murs. Il y a une sculpture en plus qui participent à cette exposition. La plupart du temps, ce sont soit des photos, soit des tableaux, soit des illustrations, soit même des textes. Mais conjointement à cette exposition, il y aura donc tout un parcours de performances régulièrement le jeudi soir à 19h, avec chaque jeudi soir 2 artistes invités. D'accord. En ce qui me concerne, je ferai ma performance le 23 janvier à 19h30 donc, et vous êtes les bienvenus. Ok, est-ce qu'on peut savoir à peu près qu'est-ce que c'est comme performance, ou est-ce que on doit garder le secret? Alors, je peux vous dire, il ne s'agit pas de garder le secret, il s'agit surtout d'attendre une part d'improvisation qui, moi, mais très précieuse. C'est-à-dire que dans une performance, j'ai le calendrier, enfin pas le calendrier, j'ai une espèce de synopsis, et puis je me réserve toujours la possibilité de modifier, d'allonger, de rajouter une musique. Je me donne cette grande liberté qui me permet de performance en performance de me surprendre et de surprendre aussi le public qui est là. Et puis de rendre le moment un peu unique aussi, et un peu exceptionnel, je suppose. Voilà, et alors je peux simplement dire que le titre, c'est Vie, meurt et ressuscite. D'accord. Ça donne envie, en tout cas, c'est plein de. Ça développe plein de choses. Oui, alors je peux quand même vous confier une piste, parce que toute la performance ne portera pas uniquement sur ce titre. Il se trouve que quand le thème nous a été donné, il y a une espèce de brainstorming qui se produit et où on se demande, où chaque artiste se demande qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce thème. Et alors, donc parmi tous ces artistes, certains ont fait l'expérience physique de l'accouchement, d'autres non. Pour d'autres, ça signifie l'accouchement symbolique d'une œuvre. Et en l'occurrence, moi, j'étais un petit peu tiraillée entre ces deux versions du thème. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous travaille pendant quelques jours. On est là, on pense peut-être à une expérience d'accouchement, mais on pense aussi à ce que c'est que la conception d'une œuvre, la gestation d'une œuvre, l'accouchement d'une œuvre. Et il se trouve que précisément ce jour-là, justement le jour du vernissage, on est venu m'apporter une table, mais une table très grande, et j'avais une porte qui n'était pas aussi grande que la table. Ok.
Et c'était assez désopilant tout de même parce que il fallait faire rentrer cette table puisqu'il pleuvait des cordes. Ok. Et donc, il fallait protéger cette table. Et d'un seul coup, je me suis trouvée presque dans la situation de comment on fait pour le passage De cette table dans une porte. Voilà, un petit peu comme la difficulté de laisser passer la tête d'un enfant à travers... voilà. Et on se retrouve avec cette espèce d'affre après la gestation, le moment de l'accouchement. Et c'était précisément... Et ça fonctionnait en même temps, c'était une portée symbolique, mais en même temps très, très physique. Ouais. La table a fini par passer. Et en même temps qu'on a réussi à faire passer la table, moi-même, j'ai accouché de l'idée de l'œuvre. Ouais, je Et comprends ça bien. m'a renvoyé à une autre anecdote qui était que j'étais sur un tournage à Beaubourg et avec Chris Marker, et il m'avait demandé de regarder Mata en train de concevoir une œuvre. Donc on le voyait peindre, on le voyait accompagner le geste pictural de cris, de gesticulations pour donner de la force à la peinture, parce que pour lui le mouvement est aussi important que la peinture elle-même. Tout son corps accompagne le geste, et il y a une énergie évidemment quand on peint comme ça qui ne se produirait pas si on est assis tranquillement avec un petit pinceau en essayant de ne pas déborder. Ouais. Donc Mata, il fait de très grandes toiles d'une grande dimension, et indépendamment de la qualité qui est aussi très grande, et chaque coup de pinceau il engage son être. Mata, c'est quand même quelqu'un qui a fait partie aussi du mouvement surréaliste et qui était capable, dans la gestation d'une œuvre, de se poser un fer à repasser brûlant sur le corps au moment où il concevait une œuvre. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans l'engagement de l'artiste. Et donc je le regardais peindre comme ça, je trouvais ça extraordinaire. Et à un moment donné, il pousse un cri, mais un cri primal, un cri de bête, mais il a hurlé. Et moi-même, j'ai hurlé en le voyant hurler. C'est parti comme ça. Et en hurlant, j'ai senti que toute l'eau que je pouvais avoir dans mon corps partait. En réalité, j'étais enceinte jusqu'aux yeux et je perdais les os. Et je me suis retrouvée, il y avait de l'eau sur la moquette tout autour de moi. C'était un petit peu gênant sur un tournage quand même. Oui, je peux comprendre. Surtout à Beaubourg. Chris Marker était ravi parce que, voilà, il s'était passé quelque chose. Oui. Il m'a dit, bah, écoute, c'est formidable, là voilà, on a fini le tournage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un verre. Je dis, ben moi, je vais accoucher. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai autre chose de prévu. Voilà. Donc, on a foncé à la clinique. Et pas longtemps après, est né le petit Colia. Okay. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce que autant Mata est donc maintenant pour moi complètement lié à l'histoire d'une naissance, il est arrivé autre chose. C'est qu'un jour, Mata, on a eu la triste nouvelle d'apprendre qu'il était décédé. Et tous ses amis, on était là, évidemment, on était très tristes parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et Chris Marker m'a appelé en me disant, est-ce que tu veux regarder son faire-part? J'ai dit, bah oui, bien sûr. Donc il m'a envoyé son faire-part vidéo. Et on voit Mata allongé sur un lit, les mains croisées, et dans le silence, dans le recueillement. Nous-mêmes, on regarde ça, on est aussi, bon, avec des larmes, mais dans le silence, dans le respect de la disparition, qu'on espère sereine, de ce grand artiste. Et puis la vidéo continue, et d'un seul coup, Mata se redresse sur son lit et rigole, et nous regarde. Et là, c'est pareil, le même choc. Et en réalité, je me dis, mais quel artiste incroyable. Il a géré l'annonce de sa mort pour ses amis, pour son public. Il a pensé à faire une vidéo
pour faire une dernière blague avant de mourir. Et il avait prévu ça, évidemment, longtemps à l'avance. Ouais. Et donc maintenant, Mata est lié aussi à la mort et au fait qu'il ressuscite. Voilà. Ok. Et du coup, ça fait écho à ton œuvre. Voilà. Et La donc, vie, la mort, la renaissance. Voilà. Alors, il se trouve que cette année, spécialement, c'était l'année des 100 ans du surréalisme. Donc, j'étais assez impliquée dans dans ces souvenirs. Il se trouve que j'ai été en Égypte au début de l'année, enfin, passé l'hiver 2024. Voilà, c'est ça. Et nous étions avec tout un groupe d'artistes, d'abord au Caire, puis à Luxor, à organiser avec les surréalistes égyptiens une très grande exposition qui a eu lieu sur une rive du Nil, puis sur l'autre. Et ce groupe a produit de très belles œuvres que nous avons exposées par la suite à la maison André Breton, à Saint-Cyr-la-Popie. Et parallèlement à cela, pour rendre hommage au surréalisme égyptien, j'ai pu lire un texte de Joyce Mansour, qui était une très très grande amie de André Breton, et qui a écrit une pièce de théâtre merveilleuse qui s'appelle Le Bleu des Fonds, dont j'ai organisé la lecture avec deux partenaires, Philippe Bourret et Florence Serror. Et cette pièce a eu un certain succès, si bien que nous avons été invités également à organiser la même chose avec une mise en place, donc pour inaugurer le salon du livre de Brive-la-Gaillarde, à la foire du livre, pardon, qui est quand même le grand, enfin après la foire du livre de Paris, c'est vraiment le grand salon, voilà, et donc nous avons pu montrer cette pièce, et cette pièce maintenant vit aussi de façon complètement indépendante, avec une mise en scène prévue et avec différents lieux où nous allons nous produire, cette fois-ci dans une mise en scène un peu plus élaborée. Mais tu t'occupes de la mise en scène? Alors oui, je m'occupe de la mise en scène, et puis je m'occupe également, j'ai un rôle aussi dans cette pièce, nous sommes 3, voilà. Et je souhaite un très bon voyage à cette pièce, c'est une aventure, donc je veux dire, tout est un peu lié comme ça, les choses s'enchaînent, et c'est un peu comme ça que je travaille. D'accord. Ce qui explique que les supports de la création soient très différents. Je me laisse embarquer par cette aventure. Et en l'occurrence, pour la galerie Arnaud Lefebvre, indépendamment du fait que je réfléchissais à ce thème, donc une performance est prévue le 23, mais dans ce que j'ai choisi d'exposer, il se trouve que je fais mes premiers pas timides dans la bande dessinée. Et comme j'avais déjà élaboré une partie de cette bande dessinée, j'ai choisi parmi les planches déjà réalisées 4 planches originales, puisqu'effectivement il fallait laisser de la place aux copines. Et donc je m'étais donné une limite. Moi j'aime bien avoir vraiment beaucoup d'espace, comme Mata, m'éclater, avoir de grandes toiles, etc. Et quand je fais, voilà, quand je fais des expositions solo, je prends de la place, je fais des toiles qui font 3 mètres sur 2 mètres 50, parfois plus grandes. Là, je me suis volontairement limitée, donc 4 petits cadres en vertical. Voilà, et donc ce sont des extraits d'histoires d'accouchement. Voilà. Ok, très bien. Alors du coup, tu disais que tu vivais un peu ta vie d'artiste, un peu à gauche, à droite, tu faisais plein de projets différents et que tu arrivais plus ou moins à les regrouper. Mais c'est vrai que on discutait un petit peu en off, tu as fait plein de choses. Tu as été animatrice, metteuse en scène, donc là tu as été artiste plastique, si on peut dire. Tu t'as fait énormément de choses. Oui, alors disons que mon vrai luxe à moi, c'est de m'autoriser cette liberté. C'est-à-dire qu'évidemment, comme tout artiste, les débuts ont été un peu difficiles parce que j'arrivais d'un pays, que je n'avais pas de lieu, je n'avais pas de repères. Tu es franco-algérienne, hein, c'est ça? Voilà, bon. Voilà.
Et donc, j'avais négocié avec mes parents de pouvoir intégrer les beaux-arts. Eux, ils voulaient que je devienne médecin. Donc, Comme beaucoup de parents. C'était pas du tout le même projet. Et donc, au départ, il a fallu trouver, comme tout artiste qui, enfin, même à Alger, il a fallu quand même un peu lutter pour obtenir de faire ce que je voulais. Parce que quand les parents projettent un projet, il faut pouvoir être assez fort. C'est pas évident non plus. La route n'est pas tracée, quoi. La route n'est pas tracée. On est mineur, on ne peut pas choisir, on doit attendre la majorité pour, etc. Donc, après avoir essayé comme ça longtemps de négocier, c'était difficile. Je n'avais pas d'autre solution que de faire la grève de la faim. Donc j'ai fait la grève de la faim pendant une semaine pour pouvoir avoir l'autorisation de passer le concours pour entrer aux Beaux-Arts. J'ai pu le passer et puis j'avais faim. Hein. Tu mets ça, j'ai le ventre qui gargouille. J'avais faim. Et mon père était un peu sadique. Il venait avec des bons petits plats fumants qui sentaient bon, avec mes plats préférés pour essayer de me faire... voilà. Mais bon, je n'ai pas craqué, j'ai tenu bon. Donc, j'ai eu l'autorisation de passer le concours. Il espérait que je le rate. Je l'ai réussi. Et à ce moment-là, il m'a dit non, mais passe ton bac d'abord, comme disent tous les parents. Si bien que j'ai négocié de pouvoir travailler toute seule à mon baccalauréat avec le CNED, qui est vraiment un endroit formidable pour tous les gens un petit peu marginaux qui ont des projets personnels ou des projets artistiques ou qui souffrent, qui ne peuvent pas se déplacer. C'est extraordinaire. Et puis, par la même occasion, j'ai fait aussi le bac algérien. Donc, c'était pas du tout le même programme. Je me suis tapé double ration. Mais dans la journée, je faisais ce que j'aimais. En l'occurrence, j'allais aux Beaux-Arts, dessiner, peindre toute la journée. Et puis le soir, je préparais mon bac. Et j'avais négocié, par contre, que dès que j'avais mon bac, je pouvais partir où je voulais. Et en l'occurrence, j'avais choisi, au départ, je voulais faire des études de cinéma en Russie, mais mon père s'est servi de ses relations pour ne pas me laisser partir. Il y a des gens, les parents, des fois, ils aident, là, non. En général, les parents, ils essaient quand même de donner un petit coup de pouce, etc. Non, lui s'est servi de ses relations assez haut placées pour dire, vous la bloquez. Hein. Elle ne part pas en Russie. Moi, je m'étais préparée pendant 2 ans à faire des cours de russe, ça ne servait à rien. Et par contre, Paris, il voulait bien, parce qu'il y avait ma grand-mère, et qu'il se disait, bon, voilà, elle ne sera pas toute seule. Voilà. Ouais, pied à terre, c'est rassurant. Donc voilà. Donc j'ai continué après, en allant aux Beaux-Arts à Paris, donc en peignant. Et puis comme j'ai vite compris qu'on ne gagnait pas tout de suite sa vie en faisant de la peinture, j'ai plutôt fait des études d'architecture. Et donc j'ai au début gagné ma vie comme ça, en faisant de l'architecture, de l'urbanisme. Et voilà. Pour se lancer, quoi. Voilà. Et la vie t'a donné l'opportunité de... La vie m'a donné, voilà, le plaisir de découvrir d'autres chemins et moi j'adore que ça devienne une aventure, la vie. J'aime ça. Et donc, alors ça ne tombe pas, je veux dire, ça ne tombe pas du plafond. En général, il y a un travail souterrain. Qu'on ne voit pas d'habitude à chaque fois. Voilà, par exemple, j'avais fait du théâtre au conservatoire, je faisais partie de troupes un peu marginales au théâtre, et puis avant que ça devienne un petit peu plus sérieux, qu'un agent me contacte pour me donner des rôles à la télé ou au cinéma ou au théâtre, il y a un petit moment où on a l'impression que c'est juste un rêve pour rigoler. Ouais. Et puis d'un seul coup, ça devient vrai, on arrive à gagner sa vie, et on se dit, oh là là, mais c'est formidable. Et à un moment donné, on dit, l'architecture, c'est fini. Non, parce que j'adore l'architecture. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, ça paraît magique qu'on puisse gagner sa vie avec des choses qu'on aime faire. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et donc, en général, c'est devenu presque un système chez moi, c'est que je travaille dans un domaine que j'adore, mais pendant ce temps-là, je me forme
en douce, j'allais dire, mais c'est pas vraiment caché, mais Oui, c'est vrai. voilà. Et je me prépare. Et en l'occurrence pour la bande dessinée, qui est ma dernière mascotte, on peut dire, c'est vrai que j'ai suivi à l'école du Perret des cours. Au lieu de faire la grasse matinée, je partais de bonne heure dans le froid faire des cours de bande dessinée. Et j'adorais ça, mais je ne pensais pas que je pourrais ensuite tranquillement commencer à réaliser. Voilà. Donc là, c'est le début. L'album n'est pas fini. J'espère que j'irai jusqu'au bout. Mais déjà là, c'est un premier pas d'exposer ce début de travail. Voilà. C'est toujours, en fait, c'est toujours en working progress, on peut dire, mais je ne veux pas être snob et parler anglais. Je veux dire, Ouais, ouais. je suis toujours en train d'avancer, de proposer, de D'apprendre encore. corriger. Toujours. Voilà, Ouais. j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus. Ouais, c'est d'apprendre et justement, du coup, tu fais plein de trucs différents. D'apprendre, voilà. Et puis quand d'un seul coup, les choses que j'ai commencé à apprendre, je peux un peu donner le rendu de ce que j'ai appris, parfois en vivre, mais je suis tellement contente. Et Ouais, puis je ouais, c'est génial, continue, et clairement. voilà, voilà, c'est ça. Et je suis obligé d'en parler parce que tu as été animatrice aussi. Oui, alors, ça c'est aussi... Moi, je trouve ça génial. On en Oui, parlait tout à l'heure. oui, alors ça c'est toujours, c'est pareil, c'est aussi le fruit d'un travail souterrain. Et puis en même temps, parfois la chance vient taper. Parfois c'est nous qui allons au-devant de la chance. Et bon, disons que par le fait que j'avais étudié la philo, je savais écrire. J'ai commencé par faire des petits articles dans mes domaines De prédilection, de de compétences, voilà. compétence, ok. Donc c'était soit sur l'architecture, les premiers articles c'était vraiment des choses très pointues sur l'architecture solaire. Je m'étais spécialisée dans l'architecture bioclimatique et l'architecture de terre. Ok. Donc je connaissais bien ce sujet. Bon, maintenant il faudrait un petit peu me mettre. Voilà, il y a eu tellement de nouveautés dans le domaine du solaire que voilà. Par contre, l'architecture de terre, ça continue. Hein, cette architecture de terre, heureusement, commence enfin à prendre de l'ampleur parce qu'à l'époque, il y avait Hassan Fatih qui avait écrit Construire avec le peuple, mais on avait du mal. Les pays émergents, au lieu de se dire c'est merveilleux, cette façon de construire qui remontait vraiment à très longtemps, qui venait de la Numidie et qui était parfaite pour au point de vue justement bioclimatique, etc., pour les villages. Malheureusement, les pays émergents voulaient absolument tous construire en ciment. C'est pas du tout adapté. Mais il y avait une espèce de vague d'écologie, disons, dans les années 70-80. Et puis ensuite, il y a eu un trou pendant 20 ans où c'était plus à la mode, tout simplement, D'accord. et où on se dépêchait d'aller vers des technologies. Alors on nous mettait des balcons en verre fumé qui captaient toute la chaleur alors qu'il fallait rafraîchir, etc. Maintenant, ça revient à la mode et j'en suis ravie. Je sais qu'il y a un très grand architecte maintenant qui vient d'avoir un prix d'ailleurs au Sénégal et qui a repris aussi cette technique de la voûte numide. En Égypte, il y avait Hassan Fatih, bien sûr, qui a fait qui a bâti le village de Gourna, qui se visite encore. Enfin, moi, j'ai déjà vu l'année dernière beaucoup d'architectes visiter cet endroit. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'habiter dans cette maison construite par Hassan Fatih et qui est maintenant tenue par Hassan Fekri. Et il y a Olivier Sednaoui qui a construit aussi selon ses techniques et qui a une maison absolument sublime et qui est un des disciples de Hassan Fatih. Donc voilà, ça se perpétue et j'en suis ravie. Et donc, voilà, les premiers articles, c'était sur ces thèmes-là. Il y avait aussi l'architecture solaire avec Alexandrov, qui était un de mes professeurs, justement, à UP6, à l'école d'architecture. Et puis, il y avait le cinéma. Il y avait la littérature. Et petit à petit, à force de faire ces articles écrits, un peu, j'allais dire, pour m'amuser, on m'a proposé de travailler également pour la télévision, d'abord en tant que journaliste. Donc, j'ai participé à différentes émissions, sur la 1, la 2, la 3, des émissions très drôles. Et puis ensuite, je suis rentrée à Gamma TV. J'ai travaillé comme assistante réalisatrice et j'ai commencé aussi à devenir réalisatrice de petits sujets.
Et j'avais donc un sujet à présenter pour une nouvelle émission qui était proposée par Philippe Alfonsi. Et je suis venue avec mon petit sujet qui devait être une partie de l'émission. Il a adoré ce sujet et le soir même, il m'a proposé de présenter également l'émission. Moi, à l'époque, ça me branchait pas du tout. Je voulais bien être journaliste, mais je voulais pas apparaître à l'image, parce que je me disais, oh là là, ces trucs de speakerine avec des coiffures gonflées, un peu ridicules, des décors. Oui, parce que là, faut se rappeler un peu c'est dans les années 80 à peu près, c'est ça? Oui, 86, je crois, pour 86, voilà. pour remettre un peu le Oui, contexte, c'est parce ça, que là, voilà. tu parles de speakerine, on en a plus beaucoup maintenant. Oui, oui. Non, mais Mais ce à que je voulais l'époque, dire, c'est que à l'époque, j'envisageais soit j'étais actrice, donc je tournais dans des films, je jouais au théâtre, soit j'étais journaliste ou réalisatrice et j'étais derrière la caméra et je ne voulais pas apparaître comme animatrice, que je trouvais que ça allait me casser mon image d'actrice. d'actrice. Voilà. Et donc j'avais refusé. Et lui, il a pris un par un tous les arguments qui faisaient que je ne voulais pas intégrer l'émission. Alors je lui avais dit, écoute, la façon dont on tourne, c'est ringard. En plus, aller tout le temps au même endroit. Voilà, à la maison de la radio, c'est loin. Non mais tout quoi, tous les T'as arguments. fait un multi argumentatif, Oh, ça t'en voilà, plein. puis en plus j'ai des enfants. Alors je veux dire, voilà, si je suis toute la journée à la radio, après je reviens, c'est pas une vie. Enfin bref. Alors j'avais dit le jour non. Après, il m'avait dit, c'est pas grave, on tournera la nuit. Après, je lui ai dit, j'ai pas envie d'aller tout le temps au même endroit, à la maison de la radio. Mais voilà, on va trouver un local qui bouge et tout ça. Puis, de refus en refus et de contre-proposition en contre-proposition, nous avons pu élaborer ce soir-là le concept même de l'émission Taxi qui a complètement révolutionné la télévision française, puisqu'ensuite, bon, cette émission passait sur FR3 et Arte, mais je dois dire que quand Philippe m'a proposé de carte blanche pour avoir toutes les conditions que je voulais pour que ça puisse m'intéresser, que ça puisse m'amuser, que je puisse effectivement utiliser un ton différent et pas pompeux, voilà, c'est devenu une autre aventure. C'est Et là, je suis génial. partie, voilà. C'est génial. Ouais. T'as quand même gagné un 7 d'or pour cette émission, c'est quand même pas rien. Oui, alors je dirais que le 7 d'or, c'est pour toute l'équipe quand même. Hein. Oui, oui. Voilà. Bon, même si j'en ai élaboré le concept, le 7 d'or, c'est pour l'émission Taxi. Voilà, ouais. je tiens à... Tout à ton honneur. Voilà. Mais non, moi je trouve ça génial en fait, et d'accueillir justement des gens sur Pulsar ou voilà, qui font plein de choses différentes. Être artiste, je vois un peu, c'est pas être artiste, pas seulement dans un seul domaine. Enfin, on peut, mais Oui. souvent l'artiste il s'intéresse à plein de choses. C'est ça, voilà. Il a envie de partager, ça. De transmettre des choses, et finalement, quel que soit le vecteur, absolument, c'est pas très important. Alors évidemment, il y a quand même, je veux dire, dans certains domaines, il y a quand même une espèce d'apprentissage, et je suis pas en train de dire qu'il faut pas d'apprentissage, pas du tout. Je dis que chacun doit adapter le support à sa façon. C'est-à-dire que et en plus, on pourrait mettre en cause. Moi, j'ai fait des heures de Beaux-Arts, mais à la façon ancienne, hein, puisque c'était aux Beaux-Arts d'Alger, où on restait, mais je ne sais combien de séances sur dessiner une statue d'Apollon au millimètre, voilà, très précis. Rigoureux, ça. Je l'ai fait de façon très rigoureuse, comme tout le monde, mais après, d'un seul coup, j'ai fait de la peinture avec les glacis anciens du Moyen-Âge, Van der Weyden, etc., glacis par glacis, broyer ses couleurs, transparence, etc. Et puis ensuite, je fais de l'acrylique avec des grandes surfaces. Il faut expérimenter un peu. On peut complètement modifier, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre la technique, mais après de savoir s'en dégager. D'accord. Et c'est ça le plus important, parce que la plupart du temps, quand les gens sont très forts dans une technique, après ils ont besoin de montrer qu'ils sont très forts dans la technique, alors que le plus intéressant, c'est la façon dont on se libère de la technique. Si on pense à Matisse, par exemple, ben, ses plus belles toiles, c'est à la fin, quand il faisait ses grands découpages, et qu'il pouvait même plus marcher, il était dans un fauteuil roulant, il avait un espèce de balai à rallonge
pour pouvoir coller ces trucs ou peindre, mais ces découpages sont absolument sublimes. Donc voilà, c'est finalement plus on s'affranchit de la technique, on a mis longtemps à intégrer, et plus on peut devenir soi-même ou se rapprocher et il faut chercher pour trouver, voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, c'est très joli. Merci beaucoup. Alors, pardon, excuse-moi. On va rappeler où est-ce qu'on peut te voir pour ta performance. Alors, pour la performance, c'est donc à la galerie Arnaud Lefebvre, qui est également le commissaire de l'exposition. C'est au 10 rue des Beaux-Arts à Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est une rue qui donne dans la rue Bonaparte, hein, voilà, quand on va au métro Saint-Germain-des-Prés. Et cette rue donne exactement sur l'entrée des Beaux-Arts. C'est au numéro 10. Et tous les jeudis, il y aura une performance. Et la mienne aura lieu, non pas ce jeudi-là, mais l'autre. Ok. Comment s'appelle l'exposition? Rappelle-moi. Elle s'appelle Accouchement. Accouchement, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci Catherine pour cet échange. Je suis ravi d'avoir pu faire ta connaissance. Ben moi, je suis ravie aussi, Guétou. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Art Top TV. Au revoir. Au revoir.